Bienvenue dans The Big Shift, le podcast pour comprendre la transition écologique dans sa complexité. N'oubliez pas de vous abonner et de laisser un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Bonne écoute. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. On va pas parler d'un thème en particulier. On va juste discuter avec Lou Velgreen. D'ailleurs, j'ai oublié de te demander comment on prononçait ton nom. Est-ce que c'est Velgreen, Velgrin? Velgreen, je t'en ai très bien sorti. Bon, c'était le premier qui était le bon. On est avec Lou Velgreen. Et Lou, du coup, tu fais partie de ces gens qui sont impressionnants. Pour moi, tu vas dans la même catégorie que Arthur Aubeuf, qui a le même âge que moi aussi. T'as 28 ans, je crois, et en fait, tu as un parcours qui me fait me dire, mais qu'est-ce que j'ai fait, moi, aujourd'hui? Et du coup, voilà, aujourd'hui, je voulais qu'on discute un peu de ton parcours. Pourquoi est-ce que tu t'es engagé dans les projets dans lesquels tu t'es engagé et dont on va parler? Euh, et voilà, et j'espère que ce sera un épisode un peu inspirant pour les auditeurs de The Big Shift pour se lancer dans sa propre transition, pour quitter son job si c'est une envie qu'on a et qu'on n'ose pas faire, pour faire des choses qui ont plus de sens pour soi. Donc voilà, salut Lou du coup. Enchantée. Et est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ravie d'être là aujourd'hui. Donc, je m'appelle Lou Velgreen, j'ai 27 ans, tu y étais presque aussi. Je travaille aujourd'hui chez Carbon 4 Finance. Peut-être je vais rappeler rapidement ce que c'est. Donc, Carbon 4 en général, les gens connaissent. Et Carbon 4 Finance un peu moins. Donc, Carbon 4 Conseil, c'est la partie qui va vraiment faire des bilans carbone et aider les entreprises à réduire leurs émissions. Et Carbon 4 Finance, du coup, nous, on va travailler non pas directement avec les entreprises, mais avec les investisseurs, dans le but de les aider à comprendre l'impact de leurs investissements et de leur portefeuille d'actifs. En fait, on est un peu comme une espèce d'agence de notation sur le carbone qui permet de noter les entreprises par secteur et du coup d'être capable de déterminer comment est-ce qu'elles peuvent contribuer à la transition et surtout identifier celles qui mettent le plus en place dans leur stratégie des objectifs de réduction d'émissions et de respect des accords de Paris. Et j'ai dit carbone, mais on travaille aussi beaucoup de plus en plus sur le risque physique et la biodiversité qui est un énorme sujet. Parce que si on regarde que le carbone aujourd'hui, on passe à côté de beaucoup de problématiques aussi. Ok. Est-ce que avant Carbon 4, du coup, est-ce que tu peux me parler de tes autres projets, notamment Allons Enfants, et puis après Data for Good, et puis tes engagements auprès du Shift Project et de la Fresque pour le climat? Oui. Alors moi, je suis tombée dans la marmite de l'engagement assez tôt, en effet. J'ai commencé par rejoindre Allons Enfants, dont j'étais vice-présidente et qui est un parti politique qui a pour ambition d'aider les jeunes, de leur donner les moyens de se réengager en politique. Donc notre objectif, il était vraiment à la base très local, et notre conviction, c'était de dire que à l'échelon local, c'est l'échelon où il y a le moins de sujets qui sont liés à des partis, c'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de gérer la vie locale d'une ville, et du coup, c'est très important qu'il y ait des gens de tous les âges qui soient impliqués sur ces décisions. On était un parti politique qui était organisé et géré à l'époque uniquement par des jeunes de 18 à 25 ans. Mm. Et donc notre premier combat, ça a été d'abord d'essayer d'avoir de faire fonctionner le système localement, et donc du coup d'avoir des élus à Saint-Cloud, puisque c'est là que le parti est né. Donc en 2015, on a réussi à avoir 2 élus au conseil municipal de Saint-Cloud pour porter des mesures beaucoup sur l'environnement et le numérique et la jeunesse. Et ensuite, on s'est dit qu'on avait envie d'être ambitieux et que du coup, notre objectif, c'était que pour les prochaines municipales, on voulait avoir 20 000 jeunes dans les conseils municipaux. Et du coup, on s'est dit, quelles sont les prochaines échéances? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte de se faire connaître à l'échelle nationale pour avoir beaucoup plus de portée et permettre à des jeunes qui avaient envie de s'engager d'avoir une bannière sous laquelle se reconnaître. Et du coup, on s'est lancé dans les élections législatives
En 2017, on a été le premier parti à présenter plus d'une centaine de jeunes de moins de 25 ans aux élections législatives. Du coup, moi, j'étais candidate dans la 5e circonscription de Paris, face notamment à Benjamin Griveaux. D'accord. Voilà. J'avoue que j'aurais peut-être que si une certaine vidéo était sortie un peu plus tôt, ça aurait pu m'aider à améliorer un peu mon score, mais il semble. On compte pas là-dessus. Bon, c'est pas ce qui s'est passé. Mais du coup, c'était un challenge vraiment super intéressant parce que il a fallu rédiger un programme national, des idées par thématique. Et ce qu'on s'est vraiment dit, c'était que on avait envie d'axer nos propositions autour de 4 grands thèmes qui étaient les grandes idées qu'on avait envie de porter. Donc, il y avait l'environnement, le numérique, l'éducation et l'Europe. Et on a construit un programme principalement sur ça. On s'est occupé on a dû créer une usine pour industrialiser la candidature des centaines de candidats, les affiches, faire du crowdsourcing, du financement participatif pour pouvoir payer l'impression des affiches, des bulletins de vote, etc. Donc on a été confrontés à vraiment plein de problématiques de partis. Et donc c'était vraiment une expérience très enrichissante. C'est là aussi que donc moi je me suis beaucoup occupée de la partie, de la coordination de la rédaction du programme, mais en particulier des sujets environnementaux. Et c'est là que je me suis vraiment rendu compte que j'avais envie que c'était un des sujets les plus importants pour moi, que c'était celui que j'avais envie de creuser et de porter plus tard dans ma carrière, quelle qu'elle soit. Après cette campagne, moi j'ai décidé de mettre un peu de côté la politique pour plusieurs raisons. La première, c'était que j'ai trouvé ça vraiment très enrichissant comme expérience. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on n'est pas un parti qui a une voix et qui est entendu et qu'on est tout petit, on a vraiment l'impression que tout est fait pour qu'on n'existe pas. Et du coup, on a vraiment l'impression de brûler toute notre énergie pour exister. Alors que, par exemple, on va très bien dire, si on était dans un parti qui existait déjà, qui était entendu, on pourrait porter beaucoup plus haut des idées parce que la voix, d'une certaine manière, existe déjà. Il y avait un peu en tout cas de mon côté, j'ai un peu ressenti ça. Puis après, il y a le côté, donc il y avait 3 sujets. Le premier que je viens de dire, le deuxième, le fait de devoir se positionner sur des mesures à l'échelle nationale sans être expert et sans avoir suffisamment de recul sur certains sujets. Moi, ça m'a vraiment donné envie de me dire, en fait, j'ai envie de devenir vraiment experte des sujets environnementaux pour revenir dans la politique plus tard, mais avec une vraie expertise pour pas faire tout ce que je reproche actuellement aux politiques, de proposer des choses sans avoir les bons ordres de grandeur en tête et sans connaître techniquement assez bien les sujets. On reviendra à ce sujet après. Et le troisième, c'était que j'avais aussi besoin de plus de concret, parce que c'est vrai que théoriser des grandes propositions, c'est super intéressant de faire ce travail de recul un peu macro qui est très important, mais après, au bout d'un moment, on a aussi un peu envie parfois d'action et de rentrer dans le dur des sujets et de faire pour aussi avoir l'impression d'agir. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Et donc, du coup, à la fin de cette campagne, j'ai quitté Allons Enfants. Ça faisait déjà 3-4 ans que je faisais partie de l'équipe. Mais par contre, le projet existe toujours. On a eu beaucoup plus d'élus dans les conseils municipaux aux dernières élections municipales, notamment en vous adossant à d'autres listes, du coup? Oui, en s'adossant à d'autres listes, exactement. Donc, par exemple, la présidente d'Allons Enfants qui a été élue, qui s'est adossée à Anne Hidalgo, et donc du coup qui a été élue dans le 8e arrondissement, et plusieurs autres candidats. En fait, l'idée, c'était vraiment en fonction des spécificités locales de décider s'il fallait faire une liste indépendante ou s'adosser à des partis déjà existants en fonction de l'existant, quoi. Mais donc, on a essayé de développer plus de stratégies politiques que les fois précédentes. Ok. Et d'un point de vue environnement, puisque du coup c'était la partie qui t'intéressait le plus dans cette démarche, est-ce que le fait de mettre plus de jeunes, tu trouves que ça avait un vrai impact sur le fait qu'on prenne plus de décisions sur des sujets environnementaux, ou est-ce que c'est moins lié, c'était plus pour la représentativité de l'électorat?
Alors pour moi, c'est vraiment les deux. Mais je pense qu'aujourd'hui, en tant que jeune, on n'a pas forcément le même rapport aux changements qui sont en train d'advenir. Je pense qu'on a un sentiment d'urgence qui est peut-être, il n'est pas plus ou moins prégnant. L'idée, c'est pas de dire il y en a qui vivent le changement climatique de manière plus forte que d'autres. C'est juste que je pense qu'on a viscéralement plus la certitude d'y être confronté et en fait d'être d'une génération qui sait que déjà aujourd'hui les effets on les voit et qui sait qu'on ne pourra pas y échapper et on a grandi là-dedans. Et du coup, on n'a quand même pas le même rapport à l'urgence. Et je pense qu'on est aussi prêt à accepter les choses, des mesures peut-être plus radicales, il y a des choses qui vont qui sont moins évidentes pour nous, qui peuvent l'être quand on a grandi dans un environnement qui était différent. Parce qu'en fait, il s'agit aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on a considérées, des gens de générations précédentes ont grandi avec des évidences qui de manière de consommer, de vivre, etc., qui aujourd'hui ne peuvent plus l'être. Et donc, du coup, tout ce rapport à nos modes de vie, il est différent. Et du coup, je pense que c'est très important, de manière générale, que toutes les générations soient représentées pour prendre des décisions qui vont nous impacter tous dans les prochaines années à venir. Et alors aujourd'hui, du coup, dans le 8e arrondissement, puisque c'est là que Allons Enfants est présent à Paris, par exemple, comment est-ce que ça s'applique? Je suis pas bien au courant, je suis pas dans cet arrondissement-là. Est-ce qu'on a des mesures spécifiques qui ressortent un peu des programmes Allons Enfants ou est-ce que c'est très Hidalgo? Alors, moi, du coup, comme je disais, c'est que je suis beaucoup moins ce qui se passe parce que j'ai vraiment Ouais, quitté bien sûr. le parti il y a quelques années. Mais ce que je sais, c'est que Athénaïs, qui est la présidente d'Allons Enfants, a porté des mesures, notamment sur alors je me souviens plus exactement si c'était pour la gratuité des serviettes menstruelles ou des choses comme ça, mais en tout cas donc c'était pas sur les sujets environnementaux, mais elle a porté vraiment des mesures fortes qui ont été menées à bien sur les sujets de plus du coup de genre et d'accès d'égalité sur les sujets de genre. OK. Et du coup, toi, c'est vraiment à ce moment-là, tu as eu un peu le déclic écologique, j'essaye d'en parler avec certains de mes invités. Toi, c'est à peu près à ce moment-là, tu t'es dit: «OK, c'est ces sujets-là que j'ai envie d'approfondir». Je pense que oui, je pense que je relie un peu ce déclic à ce moment-là. Après, je sais pas dans quel sens ça s'est fait. Est-ce que c'est parce que j'étais déjà intéressée par ce sujet que j'ai voulu travailler dessus ou inversement, mais je pense que vraiment le moment où j'ai commencé à m'engager vraiment concrètement, c'était ce moment-là. Mais après, je vis, mon engagement, je le vis moins, pas vraiment comme un déclic, plus comme quelque chose de un peu qui est doucement monté en moi et où progressivement j'ai eu de plus en plus de prise de conscience jusqu'à ce que ça devienne insoutenable et impossible en fait de faire autre chose que ça, quoi. OK. La suite, du coup, c'est, tu retournes à l'école, je crois? Oui, du coup tout ça je l'ai fait en parallèle de mes études. Donc après Allons Enfants, là, ce que je disais, c'est que j'avais envie de m'engager sur des sujets un peu plus concrets. Et du coup, à l'ESSEC, j'ai commencé un master en innovation et en entrepreneuriat social. Donc vraiment, à l'époque, c'était vraiment le master. Il n'y avait pas vraiment de master spécifique sur les sujets environnementaux, donc c'était qui se rapprochait le plus d'un engagement ou d'un master engagé, on va dire, sur ces sujets-là. C'était une super, je suis super contente de l'avoir fait dans le sens où ça m'a permis de me retrouver avec des gens qui se posaient les mêmes questions que moi. Et mine de rien, quand on est en école de commerce, ça fait du bien parce qu'on peut avoir tendance à beaucoup se sentir comme un ovni au milieu de sa promo, dont les 3 quarts des gens ont envie de faire de la finance ou du conseil
classiques, et parfois c'est pas évident de se retrouver là-dedans quand on n'est pas encore sûr de ce qu'on veut faire, et surtout quand on sait ce qui nous parle et on sait les sujets qui nous intéressent, mais on ne sait pas du tout comment les incarner dans un métier. Comment est-ce qu'on pourrait en faire son métier? Et du coup, cette chaire, elle a été géniale dans le sens où elle m'a permis de rencontrer beaucoup, des gens de mon âge qui se posaient les mêmes questions, donc du coup de pouvoir échanger. Et ça, je trouve que c'est vraiment un truc très important, en fait, de pas, parce que quand on commence à se confronter aux sujets environnementaux, en fait, ça peut être extrêmement effrayant. On peut se sentir minuscule, écrasé par le poids de ce qu'il faut faire, et pas savoir par où prendre le problème. Et du coup, le fait d'avoir des gens qui se posent les mêmes questions, avec qui on peut échanger et on peut avancer dans sa réflexion, pour moi, ça a été un énorme soulagement. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième, ça a été aussi du coup de rencontrer des entrepreneurs engagés qui avaient décidé du coup de créer un peu eux-mêmes leur propre voie, parce qu'eux, ils se retrouvaient pas dans le monde du travail classique, et qui du coup étaient vraiment animés par ce qu'ils faisaient. Donc je pense par exemple à une rencontre qui a été très structurante pour moi, c'était la rencontre de Jean Moreau, qui est le fondateur de Phoenix, qui est une start-up où j'ai ensuite été travailler, une start-up de l'ESS dont l'objectif est de récupérer les invendus des supermarchés pour les donner à des associations. Et voilà, le fait de rencontrer tous ces entrepreneurs qui sont animés par ce qu'ils font et qui ont une vraie vision, qui y croient, ça donne aussi beaucoup de perspectives et ça permet de se projeter. Et ça a été un apprentissage énorme aussi, qui m'a permis de me dire ok, je peux me lancer, ça existe, il y a des postes qui correspondent à ce que je veux faire, et c'est possible de se créer une carrière un peu différente de celle qui existe en sortie. Ok. Quand tu dis du coup que ça t'a fait beaucoup de bien, c'est parce que avant, tu étais un peu peut-être désespéré, il y avait un côté anxiogène du coup à pas pouvoir discuter de sujets qui t'animaient avec d'autres gens parce que tu avais l'impression d'être je sais pas, en marge un peu, ou c'était plutôt juste tu découvrais les sujets et tu avais envie d'en parler? Je dirais les deux, mais non, je pense que j'ai vraiment eu une phase où et j'ai mis longtemps à trouver comment j'avais envie d'inscrire mon engagement dans mon métier, dans ma vie associative, parce qu'en fait, oui, c'est ça, on va dire la claque du réchauffement climatique, en fait, je me la suis prise progressivement, et en fait, j'avais pas de cours qui me disaient, qui expliquaient ces enjeux-là. Donc en fait, j'ai un peu creusé, découvert toute seule, et en fait, plus tu tires et plus tu te rends compte que il y a rien qui va, et aussi plus aussi tu peux vite te sentir très seule. Et pour moi, tous ces engagements associatifs que j'ai pu avoir, ça a été une libération aussi de cet état d'anxiété et de découverte du problème environnemental, parce que ça m'a permis, par l'action et par l'engagement et par la rencontre d'individus animés par la même envie de changement que moi, que je pouvais transformer cette anxiété et ces doutes en quelque chose de positif, qui me donne envie d'y croire, qui me donne de l'énergie, et me dire aussi que oui, ça va, il y a pas beaucoup de choses qui vont bien en ce moment, mais qu'on peut aussi essayer à son échelle d'avoir une prise sur ça, et que ça permet de vivre avec, de le faire en fait, et vivre plutôt heureux aussi. Enfin, essayer en tout cas. Oui, essayer. D'accord. Est-ce que c'est à ce moment-là que tu as lancé, alors je sais que quand tu étais à l'ESSEC, tu as lancé une initiative qui s'appelait ESSEC Transition Alumni. Est-ce que du coup ça fait partie de cette phase-là, et qu'est-ce que c'est? Alors, ouais, c'est arrivé un peu plus tard. Okay. C'était il y a 2 ans, mais donc en fait l'idée c'était de dire, c'était vraiment de partir du constat que un peu la suite logique de ce que je racontais, mais quand on est en école, surtout de commerce, il y a 1 milliard de réseaux ultra structurés quand on veut travailler dans le monde de la finance. Et même l'école qui organise elle-même des temps d'échange et de rencontres entre les alumni qui ont travaillé dans la finance, enfin qui travaillent dans la finance, et ceux qui aspirent à travailler dans la finance,
pour qu'ils puissent networker, se rencontrer, se parler des cas, etc. Il y a tout un réseau qui est ultra bien structuré. Par contre, quand on veut travailler dans l'environnement, non seulement les métiers sont beaucoup moins tracés parce qu'en fait, c'est un peu tout un écosystème qui est en train de s'inventer, mais en plus, le réseau lui-même est beaucoup moins structuré. Et donc, en fait, c'est un peu parti d'un besoin que moi-même j'avais, qui était de me dire, ok, là, je cherche un nouveau boulot, j'ai envie d'aller vers quelque chose de beaucoup plus radical. Je cherche ce que je veux faire de ma vie. Comment est-ce que je vais trouver, en fait? Et du coup, je me suis rendu compte que ce réseau-là, il n'existait pas trop à l'ESSEC. Et donc, avec plusieurs personnes, avec plusieurs alumni, on s'est rassemblés et on s'est dit qu'on avait envie de créer cette communauté. Pour 3 raisons. La première, c'était qu'on avait vraiment envie d'aider l'école à accélérer sa prise en compte des enjeux environnementaux, parce que nous, on avait un peu creusé les sujets environnementaux tout seul dans notre coin, mais pour nous, c'est crucial que ça fasse partie du cursus de manière générale, et que ce soit pas juste un cours d'environnement dans un coin, mais que ça infuse vraiment l'intégralité des programmes. Donc, on s'est dit qu'en tant qu'alumni, on avait un rôle à jouer sur ces questions-là. Le deuxième point qu'on voulait traiter, c'était comme nous, il y avait plein d'alumni qui se posaient des questions sur le sens et qui avaient envie de se reconvertir. Du coup, comment est-ce qu'on peut aider ces gens-là à se poser les bonnes questions, à rencontrer les bonnes personnes pour se réorienter? Et enfin, le troisième point, c'est tout le monde ne veut pas forcément changer d'entreprise. Il y a plein de gens qui veulent changer leur entreprise de l'intérieur, et c'est d'ailleurs très important que ce soit fait également. Et donc, ces gens-là qui ont envie de rester dans leurs entreprises, comment est-ce qu'on les aide et comment est-ce qu'on les outille pour qu'ils aient les bonnes connaissances, pour pouvoir prendre les bonnes décisions, les bons ordres de grandeur en tête, pour connaître les actions qui vont avoir de l'impact dans leur entreprise et se sentir en capacité d'agir. Et donc, du coup, on a, pour formaliser un peu tout ça et pour se donner vraiment une direction, on a rédigé un manifeste qu'on a voulu assez radical pour donner notre intention, et on l'a diffusé au sein de tous les alumni des SEC pour que tous ceux qui se reconnaissaient dans ces objectifs, 3 objectifs que je viens de mentionner, et cette envie de rejoindre la communauté, le signent et nous rejoignent et nous aident à construire ce réseau qui n'existait pas. Et du coup, depuis, on a plus de 6, on a créé un Slack, on a plus de 600 alumni qui échangent assez activement, et on a organisé plusieurs événements dont on est assez fiers. Donc, l'année dernière, on a organisé un forum des métiers de la transition. Donc, l'année dernière, on l'a fait tout seul. Pendant 2 jours, on avait une 50aine d'entreprises de plein de milieux différents, de plein de métiers différents et secteurs différents, dont le but, c'était vraiment à la fois de permettre à des gens qui cherchaient des emplois d'en trouver, et à d'autres qui se posaient des questions, de découvrir un écosystème et du coup de voir ce qu'il était possible de faire pour pouvoir changer pour la suite. Donc ça, c'est un des gros chantiers de l'année dernière. Et cette année, on a décidé de reconduire ce forum, mais cette fois, on l'a organisé avec plein d'autres écoles, parce que notre vision, c'est vraiment de dire que ça n'a pas de sens de faire un forum des métiers de la transition qui soit réservé à des ESSEC. On a tous besoin de transitionner. On avait vraiment envie de sortir un peu des guerres parfois intestines entre écoles de commerce, etc., et de montrer que, en l'incarnant par l'exemple, que ce sujet dépasse vraiment ces clivages et qu'il faut qu'on se serre à les coudes tous ensemble pour changer. Et donc, du coup, cette année, ça s'appelle le forum Ambition Transition, et ça aura lieu en avril. Et du coup, c'est organisé avec plein d'autres écoles cette fois-ci. C'est super. Et ça allait être ma prochaine question d'ailleurs. En fait, comme tu travailles beaucoup aussi, notamment avec Carbone 4 et Data for Good sur des modèles open source et tout, je me suis dit, et cette transition alumni, ça devrait être du open source, que toutes les écoles puissent répliquer, que vous puissiez éventuellement avoir une sorte de template que vous envoyez pour créer cette communauté. Ouais, exactement. En fait, c'est ce qu'on essaie de faire le plus possible. D'ailleurs, on participe, on fait partie du réseau Alumni for the Planet, qui est un réseau qui a pour but de fédérer.
un réseau qui est donc avec Alumni for the Planet, donc qui est un réseau qui a pour but de fédérer l'intégralité des alumni de toutes les écoles. Et avec eux, on travaille à comment est-ce que on peut fournir un espèce de kit de comment monter son association de la transition dans son école pour que tous les outils qu'on a construits et tout ce qu'on a appris de ces 2 années déjà de création d'associations de la transition puissent être réutilisés et faire gagner du temps à d'autres alumni qui ont envie de faire la même chose dans leur école et dans leur réseau d'alumni. Et donc voilà. D'ailleurs, depuis qu'on a créé ça, il y a beaucoup d'alumni qui nous ont contactés. Et en fait, on a une espèce de boucle WhatsApp où on discute vraiment entre un peu tête de réseau de ces communautés. On se partage plein de tips, d'outils, etc. pour essayer de diffuser au maximum les avancées. Je pense que l'autre chose qu'on a fait dont on est assez fier, c'est qu'on a aussi réussi à essayer de faire bouger, enfin de se dire comment est-ce que, donc là on est un peu entre gens convaincus de la transition, comment est-ce qu'on infuse sur l'intégralité des alumni, parce que c'est pas les 600 alumni qui s'auto félicitent entre eux que c'est cool la transition qu'on va faire bouger les choses. Et du coup, on a réussi à faire voter au conseil d'administration des alumni le recrutement d'une personne vraiment dédiée à systématiser les enjeux de la transition dans tout le réseau alumni. Et donc en fait, depuis 2 mois, il y a une personne qui a été recrutée et dont la mission est vraiment de réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour mettre les enjeux environnementaux au cœur des SEC alumni et comment est-ce qu'on fait pour que ça devienne quelque chose de systémique. Et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment une super marque de réussite parce que ça veut dire qu'on a reconnu que les sujets qu'on portait étaient importants, il y a un budget qui a été développé, une personne qui a été recrutée pour porter ces sujets et qui est payée. C'est important parce que ça veut dire que c'est son métier de faire ça et que tous les jours, elle réfléchit à comment est-ce qu'on va sensibiliser plus largement. Parce que c'est vrai qu'une des limites que nous, on rencontre aujourd'hui, c'est que on fait tous des métiers à côté, c'est un truc associatif et si on a envie que ce soit pérenne, il faut aussi des emplois qui soient pérennes pour installer cette réflexion dans la vie de tous les jours. D'accord. Tu as trouvé un job via le réseau ESSEC Transition Alumni, du coup? Non, j'avais trouvé mon job avant, mais il y a beaucoup de gens qui l'ont trouvé comme ça. J'espère. Ok, tu bosses du coup chez Carbon 4 Finance. On en a parlé un tout petit peu en introduction. Est-ce que tu peux m'en dire plus et d'ailleurs peut-être sur Data for Good, parce que j'ai l'impression en fait c'est quand même assez lié les deux sujets, parce que on discutait un petit peu avant de votre travail avec Rift, dont on a eu Léo Garnier sur le podcast, qui pourrait être tout à fait un sujet de Data for Good, il me semble. Donc voilà, est-ce que tu peux me dire ce que tu as fait avec Data for Good et ce que tu fais aujourd'hui chez Carbon 4 Finance, qui est différent. Du coup, Data for Good, c'est l'association que j'ai rejoint, dont j'étais présidente pendant 4 ans après Allons Enfants. En fait, Data for Good, c'est une communauté de data scientists, data analysts, développeurs et un peu tous les métiers de la tech qui sont bénévoles et donnent de leur temps pour accompagner des projets à impact sociaux ou environnementaux. En fait, on est un peu parti d'un double constat, c'était que d'un côté, il y a des associations qui manquent énormément de ressources techniques et financières pour pouvoir exploiter leurs données correctement, et du coup, ça les empêche de décupler leur impact, d'automatiser plein de choses, et du coup d'être dans une espèce de concurrence déloyale avec les géants de la tech sur plein de sujets. Et de l'autre côté, plein de gens qui sont hyper experts dans des métiers très techniques, etc., mais qui bossent dans des entreprises qui sont pas forcément hyper épanouissantes en termes de sens et qui ont envie de mettre ces compétences au profit de projets plus d'intérêt général, et que en fait ce qui manquait, c'est un pont entre les deux qui permettent de faire se rejoindre les gens qui ont envie de donner de leur temps et les gens qui ont besoin de temps. Et donc du coup, ce qu'on fait, c'est que on organise des saisons d'accélération
où on identifie une dizaine de projets qui ont une problématique technique à résoudre. Et on va pendant 3 mois les accompagner, c'est-à-dire les aider à constituer une équipe entre 10 et 20 bénévoles qui vont donner toutes les semaines pendant 3 mois entre 8 et 12 heures de leur temps pour résoudre la problématique data qu'ils n'arrivaient pas à résoudre en amont et leur fournir un produit à la fin qui fonctionne et qu'elles peuvent réutiliser. Donc l'objectif, c'est vraiment d'aboutir à quelque chose de concret. On ne veut pas juste avoir des idées, on veut vraiment un produit qui marche à la fin. Et le deuxième, une des clés de voûte aussi de Data for Good, c'est de dire que tout le code qu'on produit, on veut qu'il soit open source parce que nous, on est convaincus que l'open source, ça permet d'aller beaucoup plus vite, ça permet de mutualiser les connaissances de tout le monde, ça permet à des gens qui seront confrontés à des problématiques similaires plus tard de réutiliser une partie des codes qui ont déjà été produits, etc. Donc, c'est vraiment le meilleur moyen de mutualiser la connaissance et d'aller plus vite ensemble. Et du coup, peut-être pour vous donner quelques exemples de projets qu'on a accompagnés pour que ce soit un peu plus concret. On a accompagné un projet qui s'appelle Open Food Facts, Oui. qui est en fait le Wikipédia de l'alimentation et qui permet, qui est donc une base de données crowdsourcée qui détient millions d'informations sur les produits alimentaires. C'est notamment la base de données qui a permis à Yuka d'exister initialement. En parallèle avec l'agribalise, je crois. Exactement. Et du coup, l'objectif de l'accompagnement qu'on a fait avec Open Food Facts, c'était de construire le premier calculateur d'empreinte carbone des produits alimentaires, qui est devenu aujourd'hui l'EcoScore, et qui est présent sur quelques produits en bêta-test en ce moment. Donc en fait, en partenariat avec l'ADEME, on a construit un algo qui permettait vraiment de calculer l'empreinte carbone de 5000 produits au départ. Et maintenant de plus en plus, au fur et à mesure que la base de données s'enrichit. Mais voilà, donc ça c'est vraiment un projet qui s'est monté en partenariat avec les bénévoles de Data for Good, et on est venu en renfort vraiment sur cette partie-là. C'est un des projets que j'aime le plus, qu'on a accompagné, et j'aime bien en parler parce que je trouve que c'est un projet très concret qui permet potentiellement à des millions d'individus de faire des choix de consommation qui sont plus éclairés, ou au moins de comprendre ce qu'ils consomment s'ils le veulent, et du coup de pouvoir choisir en fait. Parce que je pense que on peut pas choisir, on peut pas faire les bons choix si on sait pas et si on n'a pas les bons ordres de grandeur en tête. Pourquoi? Alors, une question que j'ai oublié de te poser. D'ailleurs, j'espère que cet épisode n'est pas trop décousu pour les auditeurs, mais en gros, on suit le fil rouge de ta vie sur les 7-8 dernières années. Pourquoi du coup la data spécifiquement? Pourquoi est-ce que tu es allé là-dessus? Est-ce que tu as eu l'impression que c'était une sorte de levier indispensable pour la transition écologique générale, ou est-ce qu'il y avait parce que tu as fait le Wagon quand même, qui est donc une école pour apprendre à coder, développer. Donc tu as quand même mis pas mal d'énergie. Est-ce qu'il y avait une raison écologique à ça, ou c'était par passion, motivation? Est-ce que tu t'es dit c'est le truc qu'il fallait, c'est le déclencheur des actions des associations avec qui tu voulais bosser avec Data for Good? Moi, en fait, ma démarche, ça a été en fait, du coup, un des premiers stages que j'ai fait, ça a été de travailler chez Phoenix, du coup, qui est l'entreprise dont je parlais tout à l'heure, qui est une start-up de l'ESS qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Et vraiment, un des constats que j'ai fait en travaillant là-bas, c'était que la mission de l'entreprise, elle était incroyable, mais que on manquait cruellement de compétences techniques pour pouvoir avoir plus d'impact. Et du coup, c'est un peu, et du coup, d'avoir côtoyé le monde, les sujets de l'environnement et un peu le monde de la data, ça m'a un peu en école, j'ai eu envie, je me suis fait la réflexion qu'il manquait vraiment quelque chose pour faire le pont entre les deux, et que si on arrivait à mettre plus de data by design et plus de compétences techniques dans ces produits-là, on arriverait à aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Et du coup, c'est ça qui m'a vraiment donné envie de faire le lien vraiment entre les sujets environnementaux et les sujets climat.
Donc, ce constat-là, plus ce que je viens de dire juste avant, qui est vraiment que pour moi, il y a un sujet en fait, c'est très difficile d'agir sans avoir mesuré en amont, du coup, sans avoir de données derrière pour savoir ce qu'on fait. Je trouve que quand on parle d'environnement, quand on parle d'éco-gestes, on parle beaucoup trop rapidement. Un des premiers sujets qui vient dans la tête des gens, c'est faire le tri de ses déchets. Si on regarde aujourd'hui, il y a MyCO2 qui vient de publier une nouvelle infographie qui montre le nombre de tonnes de CO2 par individu, l'empreinte carbone moyenne d'un Français. On voit qu'en fait, le sujet du déchet, en tout cas en termes de carbone, c'est très faible dans l'empreinte globale. Il faudrait tout de suite parler de la question des transports, la question de l'alimentation, etc., qui sont des sujets très, très importants et qui ont un poids sur notre empreinte carbone beaucoup plus fort. Et donc, du coup, je trouve que si on n'a pas les bons ordres de grandeur en tête et si on n'a pas suffisamment mesuré avant, on ne met pas en œuvre les bonnes actions. Donc, du coup, ça passe par de la donnée et donc, du coup, c'est mon petit cheminement qui m'a amené à faire le lien entre les deux. D'accord. Pour le reste, j'invite les auditeurs à aller écouter l'épisode avec Vincent Courboulet sur l'impact du numérique et comment est-ce qu'on utilise le numérique pour justement limiter les impacts des autres secteurs. C'était la petite pub. Si on repasse là sur Carbon 4 Finance, du coup, quel est ton rôle pour conclure un peu cet épisode et du coup, le projet, parce que du coup, tu as accompagné le projet Rift, c'est les données de Carbon 4 Finance qui sont derrière l'application de Rift, donc de Data.co. Comment ça se passe et qu'est-ce que vous proposez de différentes Data for Good là-dessus? Carbon 4 Finance, on est un peu comme une espèce d'agence de notation. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que on analyse les plus grosses entreprises et par secteur. Et en fait, on part du constat que aujourd'hui, les entreprises, elles reportent très peu ou mal leurs émissions. Donc, j'imagine que les gens qui écoutent ce podcast sont un peu familiers des notions de Scope 1, Scope 2 et Scope 3. Mais du coup, le Scope 3, il est quand même toutes les émissions indirectes liées à l'amont et à l'aval de l'entreprise qui, en moyenne, représentent à peu près 85% des émissions d'une entreprise. Elles sont très mal reportées. Et donc, du coup, c'est très difficile simplement en regardant des rapports annuels de comparer des entreprises entre elles parce que elles vont toutes intégrer des périmètres différents dans leur reporting, etc. Et donc, en fonction de si elles sont transparentes ou pas, on n'aura pas les mêmes informations et ça va même pénaliser les entreprises qui sont transparentes parce qu'on aura l'impression qu'elles ont plus d'émissions par rapport à celles qui ne reportent pas l'intégralité de leurs émissions. Du coup, nous, vraiment la valeur ajoutée de ce que propose Carbon 4 Finance, c'est de recalculer, de développer en partenariat avec l'expertise vraiment métier du conseil qui a analysé des centaines d'entreprises dans chaque secteur, de recalculer à partir des données physiques pour chaque secteur le scope 3 des entreprises et du coup être capable de les comparer entre elles. Donc on va s'intéresser donc beaucoup à leurs émissions induites, mais aussi comment est-ce qu'elles contribuent à la transition en permettant à d'autres acteurs eux-mêmes d'éviter des émissions. Donc si je vous prends par exemple l'exemple de Saint-Gobain, par exemple ils vont avoir beaucoup d'émissions parce qu'ils font des travaux, etc. Mais derrière, ils vont être capables de réduire énormément les émissions des entreprises avec lesquelles ils travaillent parce que via de la rénovation thermique, etc., ils vont faire économiser des émissions. Et ça, en fait, on peut pas évaluer une entreprise sans regarder ces émissions évitées là, parce que sinon on passe à côté vraiment de plein d'acteurs qui vont avoir des grosses émissions, mais qui derrière vont avoir un rôle dans la chaîne de transition très important. Donc nous, c'est toutes ces données-là qu'on va aller récolter, qu'on va calculer, et du coup, on va évaluer les entreprises et pouvoir les comparer entre elles. On va aussi beaucoup regarder. Donc là, je parle beaucoup d'émissions actuelles, mais on regarde aussi par le passé comment est-ce qu'elles ont réduit leurs émissions, et aussi futures.
comment est-ce que comment est-ce qu'elles s'engagent pour réduire leurs émissions à l'avenir. Est-ce qu'elles comprennent bien les enjeux de décarbonation? Est-ce qu'elles comprennent bien comment est-ce qu'elles doivent décarboner leur secteur? Donc tous ces critères-là, sur tous ces critères-là, on va les noter et ça va nous permettre pour chaque secteur de leur donner une note et du coup de fournir aux investisseurs des informations pour leur permettre de mieux investir et d'identifier quelles sont les entreprises qui contribuent le plus à la transition ou pas. D'accord. Et vous faites ça exclusivement, non, vous faites pas du tout ça exclusivement sur des entreprises financières comme le fait Rift, où vous allez beaucoup plus loin sur Voilà, exactement. l'étude. Nous, donc l'idée, c'est vraiment on analyse tous les secteurs les plus importants, qui ont les enjeux les plus importants pour la transition. Donc l'énergie, les métaux et les matériaux, l'agriculture, vraiment tous les secteurs qui vont compter dans la transition. L'objectif, est-ce que c'est d'avoir un standard que tout le monde sera obligé de suivre, ou bien est-ce que c'est de rester un peu en mode agence et d'accompagner les boîtes qui veulent bien être accompagnées sur ces sujets-là? L'objectif, c'est vraiment d'avoir un standard et que ce soit standard un des messages les plus importants qu'on pousse, c'est celui de prendre en compte le scope 3, qui est pas du tout aujourd'hui une évidence dans tous les choix d'investissement. Donc en fait, notre méthodologie, elle est complexe et elle prend beaucoup de critères en jeu, mais en fait, c'est des sujets qui sont complexes et donc c'est important d'avoir plusieurs indicateurs. Pareil, j'ai beaucoup parlé de carbone, mais du coup, un des nouveaux indicateurs qu'on mesure depuis 1 an, c'est la biodiversité. Donc, un peu comme pour le carbone, on va regarder quel est l'impact d'une entreprise sur la biodiversité. Et ça, c'est très important aussi de l'avoir en tête maintenant, parce que si on regarde que le carbone, on peut être amené à prendre des décisions qui sont certes très pertinentes si on regarde que le carbone, mais en fait peuvent être désastreuses pour la biodiversité. Et donc du coup, ce qu'on essaie de pousser aussi, c'est de dire, c'est très important de ne pas avoir qu'un seul indicateur. De toute façon, le monde dans lequel on vit et les enjeux sont tellement complexes que on n'arrivera jamais à avoir un seul indicateur, quoi. Donc plus on en a et plus on arrive à prendre en compte les différents enjeux et plus on arrivera aussi à trouver des solutions qui sont pérennes et fonctionnent sur le long terme. Ok. Est-ce que tu as un mot de la fin, Lou? Un conseil, J'en ai beaucoup. Non, mais mon conseil, c'est vraiment. Déjà, je suis désolée de vous avoir bassiné pendant 1 heure avec ma vie, mais je pense que si j'essaye d'en Imprévu. tirer quelque chose de ce film, c'est que, en fait, moi, je pense que, et pendant longtemps, je me suis cherchée, et je pense qu'on cherche toujours d'ailleurs à avoir plus de sens et à faire quelque chose qui est aligné avec nos valeurs. Mais je pense que ce qui m'a vraiment aidée tout au long de mon parcours, c'est c'est vraiment de rencontrer des gens, en fait, et des gens qui se posaient des questions, qui avaient fait un bout de chemin similaire au mien et du coup qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait avancer, qui m'ont fait rencontrer d'autres gens, d'autres projets. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que j'ai réussi à construire mon parcours. Et je pense du coup que c'est très important, que quand on commence à rentrer dans ces sujets-là, c'est vraiment important de ne pas rester tout seul et d'essayer de rejoindre un peu ces réseaux. Je trouve que la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que il y a de plus en plus de réseaux hyper structurés, hyper bienveillants, hyper accueillants, où il y a plein de projets sur lesquels on peut s'investir, qui peuvent nous aider à nous avancer dans le voie. Donc, les shifters, mais je pense aussi beaucoup à la fresque du climat, qui est, on en a un peu parlé, mais un réseau de sensibilisation qui a un impact énorme et qui est aussi très soudé, et qui permet facilement de passer à l'action et de rencontrer plein de gens qui sont sur des problématiques similaires. Donc voilà, vraiment, si vous avez envie d'agir mais vous ne savez pas par où prendre le problème, moi je vous invite vraiment à rejoindre ces cercles-là, parce qu'en fait, à chaque fois, il suffit, ce qui est dur pour moi, c'est juste de tirer le premier fil. Et une fois qu'on commence à rentrer dedans et à découvrir ce monde, en fait,
ça, le fil se tire tout seul et au fil des rencontres, on avance et surtout on arrive à, je trouve, retrouver l'énergie qui donne envie de faire des choses et d'y croire, quoi. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important, c'est comment est-ce que avec tout ce qu'on sait, on arrive à vivre avec et on essaye d'en faire quelque chose de positif et de joyeux, parce que sinon la vie c'est triste, quoi. Super, bah, sur cette presque citation d'Edouard Baird, je pense qu'on va se quitter. Merci beaucoup. Merci, salut Lou. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important. C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés. Alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.